Chers amis résistants, bonjour. Voilà, nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 janvier et je vous remercie d'être fidèles à ce rendez-vous que je vous donne de temps en temps pour que nous évoquions la situation et que, partant de la situation, des faits, de ce qui se déroule quotidiennement, nous essayons d'en tirer, comme aurait dit Rabelais, la substantifique moelle. Donc, si vous voulez, la France connaît maintenant depuis un mois et demi des événements dont j'avais un petit peu prévu l'évolution, en ce sens que je vous avais dit que le pouvoir actuel jouerait le pourrissement, l'usure et le retournement de l'opinion publique, en sachant très bien que tôt ou tard, les légitimistes, les gens qui préfèrent l'ordre à la justice, soutiendraient un gouvernement même quand ce n'est pas dans leur intérêt de le faire. Bon, c'est ce qui est en train de se passer, ils n'ont rien concédé, si ce n'est de faire semblant de donner des éléments de langage. Maintenant, c'est plus l'âge pivot, c'est l'âge de référence, ou comme ils appellent ça, autre chose. Bon, enfin, le mot a changé, mais c'est toujours la même idée, et de toute façon, le projet reviendra comme il avait été initialement dicté par les intérêts économiques qui dirigent le pays. Alors, pourquoi en sommes-nous là, et pourquoi la démocratie est-elle à ce point malade ? Malade au point que tout le monde se rend compte, même les moins avisés, c'est pour ça que les gens votent de moins en moins et votent de manière de plus en plus bizarre. Pourquoi en sommes-nous arrivés à ce stade-là ? Après des années qui ont quand même été des années de progrès, il faut dire ce qui est. Si vous voulez, pour remonter à ce qui s'est passé depuis 70 ans et pour réfléchir à partir de cette situation, je vous dirais que, à l'issue de la guerre, les idées qu'on qualifiait à l'époque des idées de droite, celles qu'avaient développées notamment Mussolini et ses émules, étaient discréditées. Ce qui fait qu'en 1945-1946, à la Libération, tout le monde, dans la vie politique, tout le monde était à gauche, même les chrétiens qu'avait formé en France ce qu'on appelait le MRP, qui était, si vous voulez, le parti le plus à droite des grands partis de la Libération, le mouvement des républicains populaires, le MRP, qui était un mouvement de chrétiens de gauche, se voulait à gauche. Tout le monde se voulait à gauche. La droite, on savait ce que ça voulait dire. La droite, ça voulait dire la guerre, le nationalisme, la haine, le malheur, la violence, la brutalité, le mépris de l'homme, et quand c'est poussé à l'extrême, le racisme, l'extermination de celui qui est différent, etc. Bon, et puis, si vous voulez, les leçons de l'histoire se perdent vite. Les peuples ont la mémoire courte, malheureusement. Donc, en 1945, les idées de générosité étaient à l'ordre du jour. On inventait la sécurité sociale, la retraite, les garanties, les droits sociaux, etc., etc. Et pendant 30 ans, les peuples occidentaux, et même le monde entier, a vécu une ère de prospérité. C'est ce qu'on appelait la croissance glorieuse, les 30 glorieuses, où le niveau de vie des gens s'élevait tellement que tout le monde était persuadé que ses enfants vivraient mieux que lui et que l'avenir serait radieux. La machine à laver, le téléviseur, la voiture rentraient dans tous les foyers et les ouvriers, les salariés, les fonctionnaires voyaient leur pouvoir d'achat augmenter de 3, 4, 5% chaque année. Il y avait une redistribution. Dans le même temps, les gouvernants se voulaient, quelle que soit leur tendance, réformateurs, et en ce temps-là, une réforme, ça voulait dire plus de droits, plus de garanties, plus de liberté, plus d'avantages sociaux. Ça a duré 30 ans. Et puis tout a basculé dans les années 1975, 1980. Deux phénomènes alors se sont produits à ce moment-là. Les pays anglo-saxons, l'Angleterre avec Mme Thatcher, les États-Unis avec M. Reagan, ont fait une contre-révolution libéraux-conservatrice de droite dure, il faut dire ce qui est, donnant tout pouvoir au milieu d'affaires et méprisant le salariat. Mme Thatcher a brisé les grèves des mineurs britanniques et s'est inscrite en pourfendeuse des syndicats anglais. Dans le même temps, le contre-modèle soviétique s'est effondré sur lui-même, a implosé, a disparu. Donc, l'Occident, les forces capitalistes occidentales se sont senties à l'aise en disant
il n'y a plus de contre-modèle, il n'y a plus d'alternative. Madame Thatcher l'avait d'ailleurs énoncé en anglais, there is not alternative, il n'y a plus d'alternative. Et Fukushima pouvait écrire que nous étions sortis de l'histoire, c'était la fin de l'histoire, tout était terminé. Warren Buffett, qui est un des hommes les plus riches du monde, le deuxième ou troisième, a pu dire la lutte des classes est terminée, nous l'avons gagnée, l'histoire est terminée, maintenant on peut tout supprimer, supprimer les apparences de la démocratie, de la liberté, tous ces oripeaux que l'on avait revêtus pour draper de vertu notre système n'a plus besoin d'être, on peut mettre carte sur table, désormais une caste de milliardaires va gouverner le monde, on va globaliser la planète et tout réduire à nos intérêts. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que le libéralisme économique n'a plus besoin de la démocratie, ça devient une fioriture, ça devient une pure décoration, et comme il n'y a plus de contre-modèle, que les idéologies sont mortes et avec elles les idées, que toutes les structures se sont écroulées, l'individu se trouve nu, se trouve désarmé face aux puissances financières et économiques du temps. Alors les gens le savent tout ça, et il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup d'esprits qui disent mais ça ne va pas. On voit très bien que l'écologie est menacée, enfin l'écologie, ce qu'on appelle l'écologie, c'est-à-dire la biodiversité notamment, est menacée, le climat s'altère, les inégalités vont croissant, les ressources s'amenuisent, les océans sont pollués, l'atmosphère est polluée, etc. Il y a des scandales sanitaires qui se produisent, des scandales industriels, chimiques, bon, tout le monde le sait. Et beaucoup de gens sont ce que vous êtes, ce que nous sommes, des résistants. Et cependant, les pouvoirs n'ont aucun souci à se faire. Car ces résistances, pour sympathiques qu'elles soient, pour généreuses qu'elles soient, pour parfois intelligentes, en sens qu'elles sont très imaginatives, sont d'aucune prise. La machine fonctionne. Et la machine ne peut pas être sabotée. Le sabotage, ça voulait dire quoi autrefois? Saboter, c'est mettre le sabot dans la machine pour l'empêcher de tourner. C'était ça le sabotage. Or, le système économique mondial ne risque pas d'être saboté ni par les hippies, ni par los indignados, ni par Nuit debout, ni par des gilets jaunes, qui sont tous des gens formidables, des gens qui pensent, des gens qui essaient de concevoir le monde, mais d'une manière extrêmement individualiste. Donc, finalement, d'une manière totalement impuissante. Parce que ce qui pourrait faire trembler les forces qui dominent la planète, ce serait la structuration des résistances. C'est-à-dire que, moi, je vous invite à adhérer aux associations de votre choix, à la Convention Vie et Nature, bien sûr, que j'ai l'honneur de présider en ce moment, que d'autres présideront demain, un jour. Bon, adhérer à une association militante, ou, si vous êtes salarié quelque part, adhérer à un syndicat de votre choix, mais adhérer à un syndicat, voire adhérer à un parti politique, si vous en avez envie. Pourquoi? Parce que seule l'action collective, l'action structurée, l'action groupée permettra d'ébranler la Bastille. Sinon, individuellement, chacun dans son coin, malgré son petit talent, son petit génie, sa petite bonne volonté, sa petite résistance individuelle, vous resterez désarmés, et les Warren Buffett du temps n'ont aucun souci à se faire. Ils régneront 1000 ans. Ils sont partis pour régner 1000 ans. Et mon rôle, à travers ces petites chroniques, comme peut-être d'autres penseurs, c'est d'essayer de vous faire prendre conscience de cela. Vous faire prendre conscience que tout est pipé. Je vous l'ai déjà expliqué. Les choses sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, les gens ne sont pas très contents. Il y a ceux qui ont le courage, la générosité de faire la grève et qui perdent beaucoup d'argent pour essayer de défendre des acquis, des valeurs auxquelles ils croient et pour lesquelles ils font des sacrifices. Et quelque chose pour lequel on est prêt à faire des sacrifices mérite d'être pris en considération. Eh bien, il y a ces gens-là qui font des sacrifices, ils sont minoritaires, il ne faut pas s'y tromper,
Mais il y a aussi tous ces gens qui les soutiennent, ou tous ces gens qui pensent quelque part qu'ils ont raison, ou qui pensent que la politique actuelle n'est pas satisfaisante. Et ça représente quoi? 70, 80% de la population. Comme 80% de la population serait favorable au rétablissement de l'impôt sur la fortune. Comme 80% de la population serait pour l'abolition de la chasse à courre ou de la corrida. Eh bien, la chasse à courre et la corrida ne seront pas abolies, l'impôt sur la fortune ne sera pas rétabli, la loi sur les retraites qui va transformer la retraite en indemnité vieillesse sans cesse réduite ne sera pas modifiée, parce que finalement, ce que 80% des Français pensent, les gouvernants d'ici et d'ailleurs s'en moquent bien pas mal. Rassurez-vous, les résultats des prochaines élections sont déjà prêts quelque part dans la tête des gens. Tout est joué d'avance. Ils vont vous ressortir le coup de l'extrême droite, dont il faut faire barrage. Alors, dans le même temps, je vous ferai remarquer quelque chose, c'est que les médias officiels, les penseurs officiels, les essayistes officiels essaient de vous raconter que la gauche et la droite, ça n'existe plus. Oh, la gauche, c'est rien, la droite, c'est rien, ça n'existe plus. Ah oui, 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 mais par contre, quand il s'agit de faire voter, alors là, l'extrême droite existe, c'est très curieux. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, mais il y a une extrême droite qui fait très peur et contre laquelle il faut voter. Voter pour le candidat officiel qui porte un nom, c'est Giscard, hein. Il s'appelle, peu importe son nom, ce sera toujours un Giscard, c'est-à-dire quelqu'un qui sert les intérêts d'une petite caste qui le finance, qui finance sa campagne et qui est nommé pour servir les intérêts de ces gens-là. Et tout est joué d'avance, c'est joué d'avance, et vous verrez que les braves gens iront en troupeau docile voter contre l'extrême droite qui, elle, existe, alors que la gauche ou la droite, soi-disant, ça n'existe plus. Bon, alors ça, il faudra qu'on nous explique ce raisonnement bizarre. Bon, et ça peut durer comme ça pendant des décennies, hein. Ça peut durer très 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 longtemps pour que le culte de la même économie soit toujours en place. Eh bien, tout ce système-là a été mis en place dans les années 80 et résulte de plusieurs phénomènes sociologiques. D'une part, la disparition d'un contre-modèle économique, d'autre part, l'émiettement, l'atomisation de la société. Jusqu'au milieu du XXe siècle, existaient des masses sociales qui, par leur nombre et par leur cohérence et cohésion, faisaient contrepoids. Les ouvriers du siècle passé, les mineurs du nord de la France, les sidérurgistes, les gens des filatures, représentaient des masses importantes, des masses laborieuses et dangereuses, comme le disait la bourgeoisie de l'époque. Aujourd'hui, ces masses ont disparu. Il n'y a plus que des individus, tous émiettés, atomisés, et la bourgeoisie elle-même a disparu. Remarquez ce qui se passe ces jours-ci. Vous voyez que des avocats et des médecins, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois des bourgeois, sont dans la rue, ou protestent, ou démissionnent, ou jettent leurs robes. Et c'est tout à fait logique, parce qu'il n'y a plus cette lutte des classes que Marx avait décrite au XIXe siècle, qui opposait une classe ouvrière à une classe bourgeoise. Il y a désormais deux catégories d'hommes. Les hommes ordinaires, dans lesquels sont les pauvres gens, ceux qui n'ont rien, ceux qui sont les sous-prolétaires, si vous voulez, les gilets jaunes, les gens qui ont un statut social, et même les anciens bourgeois, qui se paupérisent de plus en plus. Ça forme la catégorie des hommes, des humains. Et puis, tout à fait au sommet de la société, une petite écume de quelques centaines d'individus qui, eux, vivent dans un autre monde. Ils ne savent pas ce que c'est que la retraite. M. Bernard Arnault, contre lequel je n'ai rien à titre personnel et auquel je ne souhaite que d'excellentes choses, M. Bernard Arnault n'a aucun souci de retraite. Hein. Il possède, je crois, 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros. Bon, voilà, et je cite ce nom parce qu'évidemment, c'est l'homme le plus riche de France. Mais ils sont comme ça quelques dizaines qui vivent dans un monde à part. Mais le problème est que ce monde à part a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir via le contrôle des médias qu'ils ont achetés et via le financement des campagnes électorales et via une manipulation de l'opinion, comme je vous disais tout à l'heure, qui fera que en 2022, eh bien en 2022, vous aurez Giscard ou
Sarkozy ou Macron, appelez-le comme vous voulez, mais c'est la même chose. Hein. Vous aurez leur candidat qui sera élu parce qu'on vous aura fait peur avec quelques épouvantails qui peuvent s'appeler Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Poutou, je ne sais quoi encore, mais qui seront de toute façon des énergumènes irresponsables, excessifs, ultra, l'homme le couteau entre les dents ou la vastica sur la tête, peu importe, mais tout ça, mes amis, c'est vraiment de la manipulation grossière, et c'est tout de même inquiétant parce que c'est la démocratie qui a disparu. Donc, même si vous êtes 80% à vouloir quelque chose, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas parce que ces gens-là contrôlent le monde, cette petite écume d'individus qui surnagent, qui sont en dehors de l'humanité, qui sont totalement en dehors de l'humanité, dominent et dominent politiquement. Donc, même les anciens bourgeois, tels que les décrivait Karl Marx, sont devenus des prolétaires. Les médecins, les profs, les petits notaires de campagne, les avocats, ils le savent peut-être pas tous. Mais c'est tous des prolos. C'est tous des prolos. Et tout à fait là-haut, eh bien, il y a quelques personnes qui décident de qui sera le président de la République, qu'ils proposeront au peuple, en vous présentant dans les magazines que vous lisez, vous savez, c'est votre dentiste ou votre coiffeur, le gendre idéal, le monsieur raisonnable, alors que celui qui est en face, quel qu'il soit, hein, quel que soit son nom, n'est jamais qu'un homme le couteau entre les dents, un dangereux aventurier sur lequel il ne faut surtout pas voter. Et bon, le bon peuple suivra. Voilà. Bon, amis résistants, on continue, c'est mon analyse. Je vous la soumets pour réflexion et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine, hein, comme le disait l'autre, si vous le voulez bien. Et bonne résistance en attendant. Continuez quand même.